Tiwanaku était un lieu de fascination depuis 1549, lorsqu'une bande de conquistadors espagnols a rencontré les ruines au fin fond des Andes, dans ce qui est aujourd'hui la Bolivie. D'énormes passerelles en pierre, d'énormes mégalithes de granit, des travaux de terrassement colossaux, des stèles finement sculptées, des glyphes mystérieux, les Espagnols se sont émerveillés de leur découverte. Interrogés sur l'origine des ruines et le sort de la civilisation qui les a construites, les chefs indigènes locaux, après s'être esclaffés de rire, dû à la croyance des Espagnols qu'ils auraient pu en être les créateurs, déclarèrent d'un ton plus sérieux que ces hommes venaient d'un temps lointain et que leurs habitants d'origine avaient été détruits par un cataclysme. Par son ancienneté si évidente et sa provenance si incertaine, Tiwanaku est devenu l'un des plus grands mystères de l'archéologie moderne. Au cours du XIXe siècle, les ruines ont attiré une foule de naturalistes qui ont spéculé sur la civilisation qui a construit les structures monumentales. Tous s'accordaient avec les chefs locaux sur le fait que les ancêtres des peuples du lac Titicaca, les Aymara, auraient été incapables d'accomplir un tel exploit. À son apogée, l'empire de Tiwanaku couvrait 600 000 km². Son territoire englobait l'altiplano du lac Titicaca, une partie de l'actuelle Bolivie et le nord du Chili. Ce vaste territoire entretenait des relations avec de nombreuses cités à travers le continent. Il possédait différents types de climats et de ressources, ce qui permet une diversification de la production agricole. Sa capitale était Tiwanaku. Le site se situe à une altitude de 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait un territoire hostile et peu propice à l'agriculture. Le niveau d'oxygène y est en effet plus faible. Pourtant, les habitants de Tiwanaku vivaient dans l'abondance. Ils trouvèrent toujours les moyens de s'alimenter en faisant preuve de technicité. Ils développèrent un ingénieux système agricole, reposant notamment sur la culture du quinoa, de la pomme de terre, du maïs et de l'oca. Les agriculteurs inondaient des canaux jouxtant les surfaces agricoles. L'eau se réchauffait la journée puis libérait la chaleur sous forme de vapeur à la nuit tombée. L'eau agissait ainsi comme une sorte de régulateur thermique pendant la nuit, empêchant que les cultures ne gèlent. Les ingénieurs de Tiwanaku étaient également habiles à développer des infrastructures diverses, en construisant des mécanismes hydrauliques et des conduites d'égouts étanches. Pour supporter le poids de ces structures massives, les architectes de Tiwanaku ont été méticuleux dans la création de fondations, ajustant souvent des pierres directement sur le substrat rocheux ou creusant des tranchées en les remplissant de gravats. La détermination de l'âge de ces ruines est au centre des préoccupations. Le nombre limité de recherches et les différences méthodologiques sont autant de paramètres qui aboutissent à des résultats très différents. Le site manque d'outils, d'objets et de sépultures à cause de pillages successifs durant plusieurs siècles. Reste que les pierres dont la datation ne permet pas de savoir quand elles ont été taillées. Toutefois, certains archéologues datent le début de la culture Tiwanaku vers 1500 avant Jésus-Christ. D'autres que le complexe Pumapunku fut construit vers 200 avant Jésus-Christ, tandis que l'ingénieur bolivien Arthur Poznanski, basé sur des alignements astronomiques, a conclu que Tiwanaku avait été construit dès 15 000 ans avant Jésus-Christ. Dans les années 1930, des astronomes allemands de l'université de Bonn, Rolf Müller, Hans Ludendorff, Friedrich Becker, Arnold Kolshuter, sont arrivés à des conclusions similaires. Même si la cité aurait pu perdurer à une époque relativement proche, à travers une population locale, nous ne connaissons presque rien des bâtisseurs qui fondèrent cette cité. Surtout que l'état actuel du site a été modifié à plusieurs reprises, avec des rajouts de statues, des pillages et des reconstructions. Mais certains faits permettent d'établir des hypothèses. Tout d'abord, les cultures en terrasse, les systèmes complexes d'irrigation et de canalisation, l'architecture de pointe et la sculpture sont autant d'artefacts archéologiques qui témoignent d'une grande intelligence, nécessitant l'intervention de spécialistes et d'ingénieurs. Or, les habitants des Andes disent que la population détentrice de ces savoirs n'existe plus depuis longtemps. Mais si les natifs des Andes n'avaient pas construit Tiwanaku, alors qui sont les bâtisseurs ? Plusieurs éléments permettent d'y voir plus clair. Au vu de l'ancienneté de cette civilisation, nous n'avons pas trouvé de traces de l'ancienne population. Il ne reste que les pierres, ainsi que les traditions orales et mythologiques de la région. Les recherches, en termes de sépulture et de génétique, sont quasiment inexistantes au lac Titicaca.
Ce que l'on sait, c'est que Tiwanaku est surnommé la Cité du Soleil, car le dieu fondateur de cette civilisation est Viracocha. Le dieu du soleil et du tonnerre est représenté dans la mythologie précolombienne comme un vieil homme barbu avec des cheveux sur le visage, des beaux yeux émeraudes et une peau blanche. De plus, ces soldats mythiques et autres guerriers angéliques sont appelés les Sunkasapa, c'est-à-dire en langue inca, barbus. Ces êtres divins adorés par les habitants du Pérou ont une description physique différente des autochtones. En effet, les ethnies amérindiennes d'Amérique du Sud n'ont génétiquement pas de barbe. Elles sont imberbes, ne sont pas blanches et n'ont pas les yeux clairs. Il est sûr que la description physique que la population locale fait de ces dieux n'est pas hasardeuse. C'est forcément qu'il y a eu d'autres influences. En tout cas, il ne s'agit pas du hasard. Une population locale n'invente pas un dieu avec des yeux clairs, une peau blanche et une barbe, si toute la population autour d'elle est imberbe, la peau sombre et les yeux noirs. Viracocha est représenté par le symbole de l'eau, plus précisément celui du serpent. Le mythe mentionne en tant que dieu de l'eau qu'il est venu chez les hommes du continent depuis les mers afin d'y créer des civilisations humaines. Avant Viracocha, le monde était sombre. C'est lui qui créa le soleil, la lune et les étoiles. Ensuite, Viracocha créa les tribus des Andes, qui sortirent des grottes, et il leur attribua à chacune un costume, une langue et des traditions. Dans son ouvrage Viracocha, dieu inca, Susana Mozon décrit le portrait de ces dieux mythiques. À la fois créateur, héros civilisateur et transformateur, Viracocha sort l'humanité qui vivait dans les ténèbres, crée le soleil, le jour, la lune et les étoiles. Ensuite, il sculpte une humanité ayant déjà des chefs, des femmes enceintes et des enfants. Viracocha devient le héros civilisateur donnant aux hommes les lois qu'ils devaient respecter. Après avoir vécu de nombreuses aventures, le dieu parvient au bord de la mer et disparaît à l'horizon dans le but de répandre son savoir dans le monde entier. Les Européens prirent connaissance de ces faits lorsque les chroniqueurs espagnols du XVIe siècle, Hernán Cortés, Francisco Pizarro et leurs hommes ont été accueillis comme des dieux par les Aztèques et les Incas parce que leur peau plus claire ressemblait au soi-disant dieu Viracocha. Voici ce que dit Alden Mazon dans les civilisations anciennes du Pérou en 1991. L'empereur Atahualpa présuma que les Espagnols étaient le dieu mythique créateur, Viracocha, et ses demi-dieux, revenant comme cela avait été prophétisé par de vieilles légendes. Dans The Royal Commentaries of the Inca figure la citation de Garcilaso de la Vega. Le peuple péruvien a appelé les Espagnols Viracocha dès qu'ils les ont vus. Ces anecdotes ont été rapportées pour la première fois par le conquistador et chroniqueur Pedro Cieza de León en 1553, puis des récits similaires apparaissent, tels que celui de l'historien et explorateur Pedro Sarmiento de Gambetta ou encore de Juan de Betanzos, qui décrit Viracocha comme un dieu blanc avec une barbe. Plus surprenant encore, la cité de Tiwanaku se situe à côté du lac Titicaca, c'est-à-dire là où a émergé Viracocha dans la tradition. Or, le recueil des témoignages de la population locale transmis au chroniqueur Cieza de León disait lors de son passage dans cette région: il raconte qu'il y a longtemps dans l'île de Titicaca, il y avait des gens avec des barbes comme nous. La forme des bateaux en roseau de la région du lac Titicaca prête aussi à confusion. Ces bateaux très maniables sont un cas unique en Amérique et ressemblent étrangement à des embarcations occidentales, peut-être des navires antiques ou des dracars. Pour rappel, il s'agit du même lac où est né Viracocha, c'est-à-dire le dieu solaire, et où les populations locales avaient dit aux Espagnols que des hommes leur ressemblant vivaient ici. Ces témoignages coordonnent avec les découvertes archéologiques de la cité de Tiwanaku. En effet, plusieurs statues arborent des barbes ou des moustaches avec un physique d'Européens. Au milieu du XXe siècle, l'aventurier et anthropologue norvégien Thor Heyerdahl développa une théorie du peuplement de l'Amérique du Sud, selon laquelle Viracocha était un migrateur blanc et barbu en provenance de l'Ouest, adorateur du soleil qui aurait fondé les principales civilisations d'Amérique précolombienne. Ces antiques civilisations auraient-elles été fondées par le fameux peuple blanc barbu décrit dans les traditions d'Amérique du Sud? Comme nous le verrons, cette hypothèse controversée et ostracisée par la communauté scientifique actuelle constitue une des pistes les plus sérieuses. Une telle prouesse technique et architecturale demande une grande intelligence dont les Amérindiens primitifs ne sont pas détenteurs. À cause de leur génétique, ils ont un bas QI, oscillant entre 85 et 87 sur les nombreux tests récents. Ces populations indigènes ne sont détentrices d'aucune innovation majeure observable depuis le début de l'histoire et sont à peine capables de sauvegarder des aspects très élémentaires de ce que les Occidentaux leur ont transmis. En 1928, Edmund Kiss, un archéologue allemand intrigué par les découvertes de Poznański, était également arrivé à la conclusion que les ruines n'étaient pas d'origine andine. Kiss a débarqué à Tiwanaku avec une théorie audacieuse.
Grand, le visage rose à cause du soleil implacable de l'altiplano, ils se démarquaient parmi les porteurs aymaras qui passaient en traînant les pieds. Leur condition rurale et non civilisée n'a fait que renforcer sa conviction que les ruines ont été construites par le peuple blanc décrit dans la mythologie précolombienne. Kon-Tiki, alias le dieu Viracocha, était le grand prêtre, le roi soleil de ces hommes blancs légendaires qui ont laissé d'énormes ruines sur les rives du lac Titicaca. En concordance avec le mythe, Edmond Keith relatant ses découvertes archéologiques déclare « Les œuvres d'art et le style architectural de la ville préhistorique ne sont certainement pas de style indien. Ce sont plutôt probablement les créations d'hommes nordiques qui sont arrivés sur les hautes terres andines comme représentants d'une civilisation particulière. Il y a des milliers d'années, le lac Titicaca était 3 fois plus grand et la plaine environnante n'était ni balayée par le vent ni aride. Elle était luxuriante et tropicale, idéale pour l'agriculture et abondante en ressources naturelles. Ils se sont installés dans une vallée peu profonde sur la rive du lac où ils ont construit une magnifique ville. Edmond Keith avait observé la présence archéologique de certains quais et en a donc déduit que ces quais avaient été construits lorsque le niveau du lac était au niveau de ces mêmes quais. C'est notamment comme ça et à travers des données astronomiques et symboliques qu'il en a déduit que cette civilisation datait de plusieurs milliers d'années en arrière. Comme en Égypte antique, ils étaient peu nombreux. Ici, ils ne semblent pas s'être mélangés avec la population locale, également très peu nombreuse due à son mode de vie sauvage de chasseurs-cueilleurs. Supérieurs aux masses indigènes, ils se sont élevés en haut de l'échelle sociale et ont fondé des îlots de civilisation. Cependant, ces centres d'activité ont rapidement suscité un intérêt auprès des tribus avoisinantes. Grâce aux antiques bâtisseurs, les techniques ingénieuses du système agricole, d'irrigation et de terrasses se sont répandues chez les Amérindiens et ont considérablement augmenté leur nombre de naissances. De ce fait, Tiwanaku est rapidement devenue une cité cosmopolite. En effet, au détroit de certains temples, des statues montrent qu'à une époque plus avancée existait une diversité ethnique clairement établie. Bien que certaines faces soient fantaisistes, pour d'autres il peut s'agir d'ethnies locales disparues, voire de contacts avec des voyageurs venus d'Asie. Les processus et les technologies impliquées dans la création de ces temples ne sont pas encore entièrement compris par les érudits modernes. Les réalisations architecturales sont frappantes au vu de la capacité technologique présumée et disponible lors de sa construction. En raison des proportions monumentales des pierres, la méthode par lesquelles elles ont été transportées est un sujet d'intérêt majeur depuis la découverte du temple. Les pierres auraient été transportées sur une pente raide, depuis une carrière près du lac Titicaca à environ 32 km de là. Certains des blocs pèseraient entre 100 et 130 tonnes. Chaque pierre a été finalement taillée pour s'imbriquer avec les pierres environnantes et les blocs s'emboîtent comme un puzzle, formant des joints porteurs sans l'utilisation de mortier. Une technique d'ingénierie courante consiste à couper le haut de la pierre inférieure à un certain angle et à placer une autre pierre dessus qui a été coupée au même angle. La précision avec laquelle ces angles ont été utilisés pour créer des joints affleurants est révélatrice d'une connaissance très sophistiquée de la taille de la pierre et d'une compréhension approfondie de la géométrie descriptive. De nombreux joints sont si précis que même une lame de rasoir ne passerait pas entre les pierres. Une grande partie de la maçonnerie est caractérisée par des blocs rectilignes coupés avec précision d'une telle uniformité qu'ils pourraient être interchangés les uns pour les autres tout en maintenant une surface plane et des joints réguliers. Les blocs ont été coupés si précisément qu'il suggère la possibilité de préfabrication et de production de masse, des technologies bien en avance sur les successeurs Incas. Le complexe Pumapunku ainsi que ses temples environnants fonctionnaient comme centre spirituel et rituel pour Tiwanaku. Cette région aurait été considérée comme le centre du monde, d'après la tradition, attirant des pèlerins à des kilomètres pour s'émerveiller de sa beauté. Ces structures ont transformé le paysage local. Pumapunku a été intégré à dessein à la montagne Ilimani, un sommet sacré que les Tiwanaku croyaient peut-être abriter les esprits de leurs morts. On croyait que cette zone existait entre le ciel et la terre. La signification spirituelle et le sens de l'émerveillement auraient été amplifiés en une expérience d'état modifié à travers des plantes hallucinogènes et d'autres antéogènes psychédéliques. Mais si la légende raconte l'établissement des fondateurs de la cité de Tiwanaku, elle relate également comment ces derniers ont dû abandonner la ville qu'ils avaient bâtie. Le dieu n'était pas toujours bien accueilli malgré les connaissances qu'il transmettait, subissant parfois même des jets de pierre. Un jour, le peuple du dieu soleil a été attaqué par un chef nommé Kari, venu de la vallée de Coquimbo. Ils ont eu une bataille sur une île du lac Titicaca, et la belle race blanche a été massacrée. Cependant, Kon-Tiki et ses compagnons les plus proches ont réussi à s'échapper et sont arrivés plus tard sur la côte pacifique.
L'encyclopédie World History nous dit que, arrivé à Manta, en Équateur, Viracocha traversa ensuite les eaux du Pacifique. Dans certaines versions, il navigua sur un radeau, en direction de l'ouest, mais en promettant de revenir un jour chez les Incas et sur le site de ses plus grandes œuvres. Ainsi, la légende se termine avec Kon-Tiki et ses compagnons disparaissant vers l'ouest en mer. Certains anthropologues, tels que Thor Heyerdahl, disent qu'ils ont atteint la Polynésie, peut-être l'île de Pâques, où ils auraient érigé les Moai, qui sont les statues étrangement très similaires de celles que l'on trouve à Tiwanaku. D'après le consensus actuel, le site en lui-même encore habité par des locaux semblait s'être effondré vers l'an 1000 après Jésus-Christ. La population indigène n'a pas su entretenir les systèmes hydriques nécessaires au bon fonctionnement de la ville qu'on leur a laissée. Des études récentes menées par le géologue Dr Elliot Arnold de l'université de Pittsburgh ont aussi montré des preuves d'une plus grande quantité d'aridité dans la région au moment de l'effondrement total. Cela a dû affecter les systèmes agricoles locaux, qui, détenus par une population incapable d'innover, aurait probablement joué un rôle dans l'abandon final de Tiwanaku. Des siècles plus tard, lorsque les Espagnols sont arrivés au Pérou, les Incas leur ont dit que les monuments colossaux qui se trouvaient déserts dans le paysage avaient été érigés par une race de dieux blancs qui avaient vécu avant que les Incas eux-mêmes ne deviennent des dirigeants. Les Incas ont décrit ces dieux comme des instructeurs sages et pacifiques qui étaient originaires du Nord, dans le matin des temps, et ont enseigné l'architecture des ancêtres primitifs des Incas, ainsi que leurs mœurs et leurs coutumes. Ils étaient différents des autres Amérindiens en ce qu'ils avaient la peau blanche et de longues barbes, et étaient plus grands que les Incas. Les Incas ont dit que ces dieux blancs étaient alors partis soudainement, qu'ils étaient venus puis qu'ils se sont enfuis vers l'ouest à travers le Pacifique. Après leur départ, les Incas eux-mêmes ont pris le pouvoir dans le pays. A savoir que durant le XXe siècle, les Boliviens eux-mêmes s'accordaient avec le fait que la cité avait été fondée par des Blancs. Pour l'élite de la société bolivienne, qui était en grande partie métissée avec du sang européen, la différence biologique et la supériorité sociale de l'homme blanc sur les peuples indigènes n'a jamais été un secret. Leurs privilèges et leur légitimité politique reposaient sur la conviction partagée que les Boliviens indigènes appartenaient à un type inférieur. Ces découvertes ont été bien accueillies dans les cercles scientifiques et politiques, si bien que le gouvernement a promu Tiwanaku comme l'icône officielle des célébrations du centenaire de la Bolivie en 1925. Les aristocrates créoles pouvaient lever leur verre au nom de la République et porter un toast à leur ancien ancêtre de Tiwanaku, la métropole primitive des Blancs d'Amérique du Sud. Merci à vous.